Goedemorgen, bonjour. Welkom op deze persconferentie op vrijdag 18 september, waarin we jullie een stand van zaken geven van de pandemie in ons land. En daarvoor geef ik het woord aan Steven van Gucht. Goedemiddag iedereen. Bonjour tout le monde. We beginnen naar goede gewoonte met een update van de cijfers. De besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven verder stijgen en het tempo versnelt. Zowel het aantal besmettingen als de ziekenhuisopnames verdubbelen nu om de 8 à 9 dagen. Enkele dagen terug bedroeg deze verdubbelingstijd nog 12 dagen. De afgelopen week werden er gemiddeld 978 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. Dat is een toename van 74% in vergelijking met de week ervoor. Op maandag 14 september werden er 1625 gevallen vastgesteld. Dat is opnieuw een heel hoog dagcijfer. In de afgelopen week waren er 4 dagen met meer dan 1000 vastgestelde besmettingen. We zien nog steeds een toename in alle leeftijdsgroepen. Weliswaar stellen we nog het meeste aantal gevallen vast bij de twintigers, maar we zien ook een duidelijke inhaalbeweging bij de kinderen. Vooral bij de 10 tot 20-jarigen is het aantal bevestigde besmettingen de voorbije week verdubbeld. Ook bij de 60-plussers is het aantal besmettingen verdubbeld. Die laatste groep loopt ook een hoger risico om ernstig ziek te worden. Dat is dus geen goed nieuws. Laat ons bijzonder waakzaam blijven bij contacten tussen jongeren en ouderen. We zien de toenames van de weekgemiddelde in alle provincies. Toenames gaande van 47% tot 180%. Het hoogste aantal nieuwe gevallen zien we nog steeds in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Hier zijn de afgelopen week 209 gevallen vastgesteld. In Antwerpen zijn er de afgelopen week 174 nieuwe gevallen vastgesteld. De belangrijkste stijging stellen we vast in de provincie Luik. Hier werden de afgelopen week 134 nieuwe gevallen vastgesteld en dat is bijna een verdrievoudiging in vergelijking met de week ervoor. In onze dagelijkse epidemiologische rapporten en onze open data geven we sinds vandaag ook meer informatie over het aantal uitgevoerde testen in België. De afgelopen week werden er gemiddeld meer dan 30.000 testen per dag uitgevoerd. Het grootste aantal in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Van al deze uitgevoerde testen leverde 3,2% een positief resultaat op. 2 weken geleden was dit nog 2,5%. We zien dus een duidelijke toename van het percentage positieve testen. Dit wijst erop dat er daadwerkelijk meer virus circuleert. De stijging van de besmettingscijfers is dus niet louter te wijten aan het feit dat we meer testen. Dit wordt ook bevestigd wanneer we naar de ziekenhuisopnames kijken. We zien een belangrijke toename van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. De afgelopen week waren er gemiddeld 39 ziekenhuisopnames per dag en dat is een toename van 75% in vergelijking met de week ervoor. In die week ervoor waren er gemiddeld slechts 22 opnames per dag. Net als de stijging van de besmettingscijfers lijkt de toename in nieuwe ziekenhuisopnames zich ook vooral af te spelen in alle regio's, maar vooral ook in Brussel en Antwerpen. De sterftecijfers blijven fluctueren rond 2 à 3 overlijdens per dag. Voorlopig lijkt de toename in nieuwe ziekenhuisopnames zich nog niet te vertalen in een toename van de overlijdens. En dat is een lichtpunt in de cijfers van vandaag. Het is nu belangrijker dan ooit dat we de verspreiding van dit virus vertragen. Hou afstand, draag een masker waar nodig, blijf onmiddellijk thuis als u zich ziek voelt en beperk het aantal mensen met wie u dicht contact heeft. En bovenal,
pas dit extra voorzichtig toe bij ouderen of mensen met een zwakkere gezondheid. We zouden u vandaag ook een update willen geven van 2 onderzoeksprojecten die kijken naar de algemene blootstelling aan het virus bij bepaalde bevolkingsgroepen. Het gaat om zogenaamde serologische studies of antistoffenonderzoek in het bloed. Cienzano meet sinds eind maart het gehalte aan antistoffen in het bloed van Belgische bloeddonoren. Dat geeft ons een voorzichtig beeld van de blootstelling van de bevolking aan het virus. We werken hiervoor samen met het Rode Kruis en met Le Service du Sang de la Croix-Rouge. Sinds het begin van deze studie zijn er al 10.453 stalen onderzocht. Uit de meest recente analyses van de stalen afgenomen eind augustus blijkt dat ongeveer 5% van de donoren antistoffen heeft opgebouwd tegen het coronavirus. Dit aandeel blijft vrij stabiel sinds april 2020. We moeten die resultaten met enige voorzichtigheid interpreteren, want bloeddonoren vormen natuurlijk een specifieke groep van mensen tussen de 18 en de 75 jaar, die meestal ook in goede gezondheid verkeren en die in de weken voor de bloeddonatie geen symptomen hebben vertoond. Ze zijn dus geen perfecte spiegel van de volledige bevolking en deze cijfers vertegenwoordigen waarschijnlijk eerder een ondergrens. In een tweede studie volgt Cienzano samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde een groep van 850 gezondheidswerkers in onze ziekenhuizen. Het bloed van deze gezondheidswerkers wordt maandelijks onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat het percentage gezondheidswerkers met antistoffen vanaf eind april niet significant veranderd is. Eind augustus schommelt dit nog steeds rond de 8%. En dat is vergelijkbaar met de periode van het begin van het onderzoek rond april. Er werden in deze studie antistoffen aangetroffen bij 81 van de onderzochte gezondheidswerkers. En daarvan hadden er 5 of 6% geen symptomen ontwikkeld. Het is een kleine minderheid van de gezondheidswerkers die antistoffen opbouwt zonder symptomen. Bij bijna alle deelnemers bleven de antistoffen aanwezig gedurende de hele duur van de studie. Dat is dus meer dan 4 maanden. En bij slechts 2 van de 81 mensen met antistoffen verdwenen de antistoffen na verloop van tijd. Deze 2 personen hadden slechts milde symptomen ontwikkeld, met name hoofdpijn, en hun antistoffen verdwenen na ongeveer 2,5 maand na de vermoedelijke besmetting. Dit lijkt erop te wijzen dat in de meeste gevallen de antistoffen toch voor langere tijd aanwezig kunnen blijven. Uit deze studies kunnen we tot nu toe 2 belangrijke dingen besluiten. 1. De Belgen zijn er de voorbije maanden, van april tot eind augustus, goed in geslaagd om de virusverspreiding onder controle te houden. En 2. Deze studies tonen ook aan dat we nog steeds ver verwijderd zijn van een zogenaamde groepsimmuniteit. Om tot groepsimmuniteit te komen, moet meer dan de helft van de bevolking antistoffen hebben tegen het coronavirus of een of andere vorm van immuniteit. De meeste schattingen gaan ervan uit dat dat zelfs minstens 70% moet bedragen. Pas dan kan de epidemie op natuurlijke wijze uitdoven. Het percentage met antistoffen in beide studies schommelt echter slechts tussen de 5 à 8%. En dit is nog heel ver verwijderd van een groepsimmuniteit. We willen er ook op wijzen dat immuniteit tegen het coronavirus niet louter te herleiden valt tot een hoeveelheid antistoffen in het bloed. Antistoffen zijn zonder twijfel een belangrijk onderdeel van onze immuunrespons,
Maar ook andere factoren, zoals bijvoorbeeld T-cellen, kunnen een rol spelen. Dit meten we meestal niet. Ook bij mensen bij wie de antistoffen verdwijnen na verloop van tijd, is het mogelijk dat het afweersysteem toch nog een geheugen heeft opgebouwd tegen het virus. Dankzij dit geheugen kan de afweer sneller en efficiënter reageren wanneer het lichaam opnieuw blootgesteld wordt aan het virus. Maar meer onderzoek is hierover zeker nog nodig. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors avant d'entamer les chiffres épidémiologiques du jour, je pense que le thème même de ce qui va être dit peut se résumer en quelques mots. Les infections comme les hospitalisations continuent d'augmenter et le rythme s'accélère actuellement. On a un doublement tant des infections que des hospitalisations en 8 à 9 jours, alors qu'on avait encore 12 jours, ceci il y a quelques jours. Alors pour entrer dans les détails d'aujourd'hui, durant les 7 derniers jours, nous avons une moyenne de près de 1000, en l'occurrence 978 nouveaux cas par jour, globalement pour le pays, ce qui considère une augmentation de 74% par rapport à la semaine qui a précédé. Lundi passé, le 14 septembre, on a même atteint le chiffre de 1625 nouveaux cas, ce qui est un chiffre particulièrement impressionnant et qui n'est pas isolé puisque au cours de la semaine dernière, il y a eu à 4 reprises plus de 1000 nouveaux cas diagnostiqués. Cette augmentation est présente, on l'a déjà dit, dans toutes les tranches d'âge et même si le groupe des 20 à 29 ans domine toujours le nombre de nouveaux cas, il est actuellement rejoint par le groupe des 10 à 19 ans qui a doublé en ayant une semaine. Il est suivi de loin, mais malheureusement, il y a un doublement chez les plus de 60 ans. Chez les plus de 60 ans, vous savez que ça a un impact potentiellement totalement différent puisque c'est une tranche d'âge dans laquelle les cas graves sont nettement plus nombreux que les cas chez les gens jeunes. Et donc ceci doit nous conduire à rester particulièrement vigilants en ce qui concerne les contacts entre les gens jeunes, 10, 20, 20, 30 ans, et les personnes plus âgées. On a cette augmentation non seulement au niveau national, mais on l'a également dans l'entièreté des provinces, avec des chiffres actuellement assez impressionnants qui vont de plus ou moins 50% à 180% d'augmentation. C'est Bruxelles capitale qui continue à conduire ce nombre de cas, puisque c'est une ville avec beaucoup d'habitants, et on a de l'ordre de 209 nouveaux cas la semaine dernière, avec donc une augmentation de près de 50%. À Anvers, on a 174 nouveaux cas, ce qui est une augmentation de 63%. Mais il faudrait insister sur le fait que c'est dans la province de Liège que cette augmentation est actuellement la plus spectaculaire, puisqu'il y a pratiquement un triplement du nombre de cas, avec actuellement 134 nouveaux cas par jour la semaine dernière. Actuellement, nous avons plus de données, et ceci sera systématiquement publié dans les données de Scienziano, concernant le nombre de tests qui sont effectués en Belgique. La semaine dernière, nous avons en moyenne plus de 30 000 tests effectués par jour, avec le nombre le plus élevé en province d'Anvers, en Flandre orientale et en Flandre occidentale. Le pourcentage des tests positifs, comme vous le savez, a une signification par rapport à la circulation du virus. Ce pourcentage est actuellement de 3,2% sur l'entièreté du pays. Il était encore de 2,5% il y a 2 semaines. Et il faut souligner qu'à Bruxelles, il est de l'ordre de 6,4%. Il y a donc clairement une augmentation du pourcentage de tests positifs. Ceci indique donc bien que le virus circule plus et que l'augmentation du nombre de cas qu'on a actuellement n'est pas uniquement liée au fait qu'on a un dépistage plus intensif dans la population. Cette circulation plus intense du virus est également montrée par l'augmentation du nombre d'hospitalisations de manière tout à fait significative, puisque si on avait 22 admissions par jour il y a 2 semaines, on a maintenant 39 admissions par jour, ce qui est 75% de plus.
L'augmentation de ces admissions se fait dans l'entièreté du pays, avec Bruxelles et Anvers en tête, le biais venant peut-être parce qu'il y a aussi plus de lits d'hôpitaux et d'hôpitaux universitaires dans ces deux grandes villes. Le taux de mortalité continue actuellement de fluctuer autour de 2 à 3 décès à déplorer par jour. Ceci est un taux qui est donc relativement stable actuellement et donc on n'a pas encore d'impact de l'augmentation des nouvelles admissions à l'hôpital sur le taux de mortalité. C'est réellement le seul point positif des chiffres du jour. Ceci doit donc nous conduire à essayer plus que jamais de ralentir la propagation du virus. Et vous savez que c'est en gardant vos distances, en portant un masque, en vous lavant les mains adéquatement, en restant à la maison si vous avez des symptômes, que vous pouvez participer à cette diminution de la transmission et tout particulièrement à limiter vos contacts avec les personnes à plus haut risque, c'est-à-dire les personnes en mauvaise santé ou les personnes âgées de plus de 65 ans. Le message du jour se veut un message concernant 2 projets de recherche qui sont en cours maintenant depuis plusieurs mois et pour lesquels de nouvelles données sont disponibles. Dans le premier d'entre eux, c'est une participation de Ciensano depuis fin mars au suivi de la présence d'anticorps, ce qu'on appelle les études sérologiques, au niveau du sang chez des Belges qui sont des Belges sélectionnés par le fait qu'ils sont donneurs de sang. Et donc ceci est fait en collaboration avec le service du sang et la Croix-Rouge. Depuis le début de l'étude, on a analysé ainsi plus de 10 000 échantillons de sang et les données les plus récentes concernent ceux qui ont été prélevés à la fin du mois d'août. Ils montrent quoi? Ils montrent qu'environ 5% de ces donneurs ont des anticorps contre le Covid-19. 5%, c'est comme vous le voyez sur le schéma, relativement stable, même totalement stable par rapport aux données qu'on avait en avril 2020. Il faut interpréter ces données avec prudence. Pourquoi? Parce qu'un donneur de sang n'est pas totalement représentatif de n'importe qui dans la population belge. Il s'agit de gens qui ont entre 18 et 75 ans, qui sont globalement en bonne santé et qui n'ont pas été malades, qui n'ont pas eu de symptômes pendant les semaines qui précèdent la prise de sang. Il s'agit donc ainsi d'un miroir imparfait de la population belge et les chiffres qu'on vous montre sont donc plutôt une limite inférieure qu'une limite supérieure. Une deuxième étude est faite par Ciensano en collaboration avec l'Institut de médecine tropicale à Anvers et elle concerne le suivi de 850 professionnels de santé, chez lesquels on fait cette même étude sérologique, donc de recherche d'anticorps, tous les mois. Les analyses mensuelles nous montrent que le pourcentage de ces travailleurs de santé qui ont des anticorps n'a lui aussi guère changé depuis la fin avril, c'est-à-dire depuis le pic de l'épidémie dans notre pays. Il fluctue autour des 8% à la fin du mois d'août, donc un peu plus que la population des donneurs de sang, mais de manière relativement peu importante. Dans ce groupe de 81 participants qui ont des anticorps, on est frappé par le fait qu'une petite portion seulement, 6%, c'est-à-dire 5 travailleurs de santé, n'avaient aucun symptôme. Ceci est un peu en contraste par rapport à d'autres études montrant un taux plus important d'asymptomatiques et ceci est certainement à suivre pour comprendre la raison de ce fait. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que dans ce sous-groupe, suivi ainsi tous les mois, les anticorps ont persisté chez la totalité d'entre eux, sauf chez 2 personnes. Et ces 2 personnes sont des personnes qui avaient eu des symptômes particulièrement légers de la pathologie, comme des maux de tête par exemple. Chez elles, ils ont disparu au bout de 2 mois et demi après l'infection suspectée. Donc on a ici des données qui contrastent aussi un peu avec la littérature, puisqu'elles sembleraient montrer que les anticorps restent plus longtemps que ce qu'on ne le pensait d'abord, où on avait des données qu'au bout de 2-3 mois, une partie significative des gens perdaient leurs anticorps. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire globalement que, sur base de ces sérologies en tout cas,
les Belges ont relativement bien réussi à contrôler la propagation du virus entre avril et fin août. Mais il faut savoir qu'il y a forcément des limites à ce type de données. Et les limites à ce type de données, on va les détailler dans quelques instants. Ces données ont aussi une implication parce qu'elles nous montrent que nous sommes très loin d'avoir atteint cette un peu mythique immunité de groupe qui nécessite au moins d'avoir 50% de la population porteuse d'anticorps et plusieurs études tentent même à montrer qu'il en faut au moins 60 à 70%. Avec 5 à 8%, même s'il est peut-être partiellement sous-estimé, nous sommes donc très loin du chiffre en question. Il faut aussi, malgré tout, et on l'a dit, mettre ça en perspective par rapport à d'autres parties de l'immunité. On ne dose ici que les anticorps présents dans le sang. Or, on pense que très clairement, d'autres facteurs immunitaires jouent un rôle, comme la présence de cellules T, qui sont spécifiquement dirigées contre le virus ou contre cellules infectées, et aussi la présence de globules blancs qui sont la mémoire de notre immunité, permettant de répondre même si notre taux d'anticorps a diminué ou éventuellement est devenu négatif. Les études supplémentaires sont très clairement nécessaires dans le domaine en question avant de pouvoir trancher. Je vous remercie. Goedemorgen. Ons dagelijks leven bestaat uit tal van gewoonten en automatismen. Gedragingen waar we ons niet of nauwelijks nog van bewust zijn. Het zijn automatismen die we van kindsbeen af hebben aangeleerd, zoals het zeggen van dank u. Het gaat vaak om beleefdheidsvormen, het tonen van respect. Het coronavirus heeft de laatste maanden ons dagelijks leven overhoop gehaald en ook de komende weken en maanden zullen we rekening moeten houden met het virus. We moeten dus nieuwe automatismen aanleren en dat is niet altijd evident. Deze automatismen hebben we immers niet als kind meegekregen. Desalniettemin hebben we de afgelopen maanden ons gedrag al aan deze realiteit aangepast. We geven bijvoorbeeld geen hand meer als begroeting. Op deze manier beschermen we onszelf, de anderen, maar het is ook een teken van respect, een nieuwe beleefdheidsvorm. Het tonen van respect in deze vreemde periode doen we niet enkel door een wit laken uit het raam te hangen of te applaudisseren, zoals we massaal gedaan hebben tijdens de eerste golf. Het zit ook in onze dagelijkse handelingen. Correct dragen van een mond-neusmasker, het wassen van onze handen bij het betreden van een winkel, afstand houden. Het zijn allemaal gedragingen waarmee we onszelf en de anderen beschermen, maar hiermee tonen we ook ons respect voor de winkelbediende, de treinconducteur, het zorgend personeel, kortom respect voor iedereen. Dit respect zal onze maatschappij weerbaar maken tegen het virus. We hoeven dus niet te wachten tot de volgende Nationale Veiligheidsraad om ons gedrag aan te passen. Iedereen is immers een deel van de oplossing. Na meer dan 6 maanden weten we allemaal hoe we ons gedrag kunnen aanpassen aan het virus. De afgelopen weken hebben we misschien een beetje hervallen in onze gewoonten uit de pre-corona-periode. De eerste golf heeft aangetoond dat we ons gedrag snel kunnen aanpassen. Het is nu het moment om opnieuw deze flexibiliteit te tonen en onze verantwoordelijkheid op te nemen. Enkel op deze manier vermijden we nieuwe drama's. Tot dit weekend respect voor elkaar door de voorzorgsmaatregelen te respecteren. Ik wens jullie een prettig weekend. Bedankt. Bonjour à toutes et tous. Notre vie quotidienne est faite d'habitudes, d'automatismes. Ce sont des comportements dont on n'a pas ou peu conscience en fait. Ce sont des automatismes qu'on a appris dans notre enfance, comme dire bonjour, dire merci, s'il vous plaît. Ce sont des formes de courtoisie, des signes de respect. Le coronavirus a, ces derniers mois, complètement bouleversé notre vie quotidienne. Et dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous allons aussi encore devoir tenir compte de ce virus. Nous devons donc tous adopter de nouveaux automatismes. Et ce n'est pas toujours évident. Ce sont des automatismes qu'on n'a pas appris étant plus jeune. Mais nous avons déjà démontré ces derniers mois que nous pouvons adapter nos comportements à la réalité.
Nous avons par exemple dorénavant adopté d'autres gestes pour se dire bonjour. On ne se serre plus la main. C'est une manière de se protéger soi-même, c'est une manière aussi de protéger les autres, mais c'est aussi un signe de respect. C'est une nouvelle forme de courtoisie. Montrer le respect dans cette période un peu difficile, nous le faisons pas seulement en affichant un drap blanc aux fenêtres ou en applaudissant à 20h comme nous l'avons fait au cœur de la crise, mais c'est aussi par ces automatismes quotidiens. Porter correctement le masque, se laver les mains lorsqu'on arrive dans un magasin ou lorsqu'on arrive chez des amis, garder une distance de sécurité. Ce sont tous des comportements grâce auxquels on se protège, on protège les autres, mais aussi via lesquels on montre un respect pour les vendeurs du magasin, un respect pour les conducteurs de bus ou les passagers, un respect pour les enseignants et pour les personnels de soins. En bref, un respect pour tout le monde. Ce respect fera de notre société une société résiliente contre le virus. Et c'est cette résilience qui va nous permettre d'avancer ensemble. On ne doit pas attendre le prochain Conseil national de sécurité pour s'habituer à ces nouveaux comportements. Chacun a une partie de la solution en lui. Après tous ces mois, nous savons tous exactement ce que nous devons faire et comment adapter nos comportements au virus. Les semaines passées, peut-être que certains d'entre nous ont repris d'anciennes habitudes, mais la première vague nous a bien montré que chacun, nous pouvons adapter rapidement nos comportements. C'est maintenant le moment de montrer qu'on est flexible et qu'on va pouvoir garder ces nouvelles habitudes sur le long terme. C'est la seule façon que nous avons aujourd'hui de nous protéger de peut-être nouveaux drames humains pour beaucoup trop de familles. Alors ce week-end, montrons ce respect pour chacun et respectons ces mesures de prévention de santé publique. Merci. Nous allons passer aux questions que nous avons reçues. Le nombre de cas positifs confirmés est particulièrement élevé à Bruxelles et pourtant le nombre de tests y est moins important qu'ailleurs. Comment expliquer cela? Je pense qu'il y a 2 points. Il y a un, le nombre de tests effectués. S'il était bien vrai que jusqu'il y a peu de semaines, on pratiquait moins de tests proportionnellement à Bruxelles que dans d'autres provinces, ce n'est plus le cas actuellement, puisque si on regarde sur la dernière semaine, les provinces qui pratiquent le plus de tests, c'est-à-dire Anvers, la Flandre occidentale et orientale, en pratiquent entre 2000 et 2100 par 100 000 habitants. Bruxelles suit avec 1939, ce qui veut dire qu'il y a moins de 5% de différence. Je pense qu'on ne peut pas ou plus dire qu'actuellement on pratique trop peu de tests à Bruxelles. D'autre part, il y a le fait indéniable que le taux de positivité est plus important sur les tests pratiqués à Bruxelles, puisqu'il est de l'ordre de 6,4%, ce qui est 2 fois la moyenne nationale de 3,2%. Et ceci correspond très clairement à une circulation qui reste importante du virus dans Bruxelles, capitale. Het aantal bevestigde gevallen is bijzonder hoog in Brussel, terwijl het aantal tests daar lager is dan elders. Hoe legt u dit uit? Wel, die stelling klopt niet volledig. Het klopt dat enkele weken terug er relatief minder getest werd in Brussel dan in andere delen van het land. Maar momenteel hebben ze daar wel een grote inhaalbeweging gemaakt. Wanneer we kijken naar het gemiddeld aantal testen per 100.000 inwoners op wekelijkse basis, dan ligt dat in Brussel momenteel zelfs wat hoger dan in het gemiddelde van België. Voor België bedraagt dat 1897 testen per 100.000 inwoners. En in België zijn dat er nu, in Brussel zijn dat er 1939. Het is weliswaar nog wat lager in Brussel dan in bijvoorbeeld Oost- en West-Vlaanderen of Antwerpen. Maar globaal genomen wordt er ook veel getest in Brussel in tussentijd. Desondanks het feit dat er ook veel getest wordt, zien we wel dat het percentage positieve testen in Brussel toch nog altijd een stuk hoger ligt dan het Belgisch gemiddelde. Het Belgisch gemiddelde is momenteel 3,2%.
En in Brussel is het percentage positieve testen 6,4%, 2 keer zo hoog. Dat betekent dat er wel degelijk een meer intense circulatie is in Brussel dan in vergelijking met de rest van het land. Moeten mensen met een loopneus of keelpijn zich ook laten testen? Ja, dat is een belangrijke vraag. Laat mij misschien kort eens samenvatten. Ja, wat kunnen de symptomen van COVID-19 zijn? De moeilijkheid is dat de symptomen zeer divers kunnen zijn. En die gaan van erg typisch tot heel vaag. Of sommige mensen die zelfs nooit symptomen ontwikkelen. De echt typische klachten van COVID zijn kortademigheid, pijn op de borst, bemoeilijkte ademhaling, verlies van geur en smaak, hoest, plotsopzettende hoest, koorts kan ook optreden. En dan heb je ook een categorie van mensen die enkel milde, wat vage klachten ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om keelpijn. En uitzonderlijk kan het ook gaan om een loopneus. Maar dat is wel een van de minder typische symptomen. Nu, wanneer mensen een van de typische klachten ontwikkelen, dan is het belangrijk dat ze zich laten testen. 1, ze moeten thuis blijven. Ze nemen contact op met de huisarts. En de huisarts kan dan een test voorstellen. Die typische klachten, dat zijn, ik herhaal het nog eens, hoesten, bemoeilijkte ademhaling, pijn op de borst. Dat kan ook verlies van geur en smaak zijn en koorts. Wanneer het wat vagere klachten zijn, dan is het belangrijk dat er minstens 2 symptomen aanwezig zijn. Dus in geval van keelpijn, in combinatie met een ander symptoom, bijvoorbeeld hoofdpijn, ja, dan is het best ook om thuis te blijven en aan de huisarts te contacteren en een test aan te vragen. Keelpijn op zich, zonder enig ander symptoom, is niet voldoende. Dit geldt ook voor een loopneus. Ook daar moet je minstens 1 ander symptoom hebben. Dat kan gaan van pijnlijke spieren, plotse vermoeidheid, hoest of hoofdpijn in combinatie met de loopneus. Les personnes qui ont le nez qui coule ou qui ont mal à la gorge devraient-elles être testées également? C'est une question qui est très pratique et qui va être importante, surtout avec l'automne et l'hiver qui arrivent. On va essayer, pour commencer, de résumer à nouveau un peu quels sont les symptômes typiques et atypiques du coronavirus, en sachant bien sûr qu'il y a là-dedans des choses qui sont très typiques, des choses qui sont assez vagues, et qu'il y a une partie des gens qui n'ont pas de symptômes, par définition, pour lesquels on ne pourra pas se baser sur cela pour les identifier. Les symptômes typiques, symptômes majeurs, sont de type température brutale, sont de type difficulté à respirer, toux d'apparition brutale, douleur au niveau du thorax. Dans ce contexte-là, et devant ce type de symptômes-là, il est tout à fait adéquat de rester à la maison, de contacter son médecin traitant, et je dirais presque systématiquement, s'en suivra un test pour voir ce qu'il en est. À côté de ces symptômes très typiques, il y a d'autres symptômes beaucoup plus vagues et fréquents dans d'autres pathologies infectieuses, comme avoir par exemple mal de gorge, avoir le nez qui coule, être un peu fatigué. Et donc là, il est beaucoup plus complexe de donner une sorte d'organigramme de raisonnement, mais essayons d'en donner un en disant qu'effectivement, si on a 2 symptômes moins importants, comme par exemple un mal de gorge d'apparition brutale avec une rhinite ou avec autre chose, eh bien oui, on va rester chez soi et certainement prévenir son médecin traitant. Si on a un discret mal de gorge isolé ou si on a, a fortiori, une rhinite isolée, on ne va pas pratiquer ce genre de politique, ce qui ne veut pas dire que ce genre de symptômes ne doit pas induire dans notre esprit 2 choses. 1, de pousser au maximum toutes les précautions par rapport aux autres, le port du masque que l'on sait, le lavage des mains par exemple. Ce n'est probablement pas le meilleur moment pour aller voir des personnes à risque, ce n'est probablement pas le meilleur moment pour aller dans des réunions, même si on y applique les règles de base, et d'autre part de bien se surveiller pour voir si d'autres symptômes n'apparaissent pas.
Si d'autres symptômes apparaissent, alors là, je pense qu'effectivement, il faut faire ce qu'on disait, c'est-à-dire rester chez soi et contacter son médecin traitant de manière à voir si un test doit être effectué. Voilà, merci à toutes et tous. Nous nous retrouverons mercredi prochain au matin pour continuer à vous informer. D'ici là, portez-vous bien, profitez au mieux du week-end et profitez surtout de vous et prenez soin des autres. Bon week-end à tous.